Bonjour les amis, c'est David. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo où on va regarder en détail les règles de War Room, cet excellent jeu dont je vous ai fait la présentation dans la vidéo précédente. Je suis allé voir en ligne et j'ai remarqué qu'il n'existait pas de vidéo règles pour ce jeu, en tout cas en français. Donc je me suis dit, pourquoi pas la faire. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc en fait, c'est pas une vidéo, mais trois vidéos qui vont se suivre, qui vont nous permettre, à l'issue de ces trois vidéos, de savoir jouer à War Room avec ses amis, parce que c'est quand même un jeu vraiment, vraiment chouette. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'on va voir? Alors, première vidéo, on va voir plutôt donc déjà un premier aperçu général, le matériel du jeu et sa mise en place. Voilà. Cette première vidéo sera consacrée à ça. Les deux vidéos qui vont suivre sont consacrées au tour de jeu, étant donné qu'il y a 7 étapes cette phase hein, dans le tour de jeu. On verra les trois premières dans la première vidéo des deux là, et dans la dernière vidéo, on verra les phases restantes, les quatre dernières. Voilà. Alors, voilà à quoi ressemble une partie de War Room. Donc, vous voyez, c'est un gros jeu, hein, enfin un gros jeu. C'est un gros jeu sur le matériel. Alors, les règles ne sont pas énormément complexes, hein. Il y a pas mal de choses à voir quand même, mais elles ne sont pas d'une complexité sans borne. Ça se joue de manière assez fluide, hein. Mais voilà, vous allez voir, il y a beaucoup de matériel. Il faut une grande table pour jouer à ce jeu parce que, vous voyez, ça c'est une image que j'ai prise sur le site du distributeur, de l'éditeur, pardon, Nightingales Games. Et voilà, la carte livrée avec le jeu fait 42 pouces de diamètre, ce qui fait 1 m 6 je crois, donc c'est quand même pas mal. Et vous pouvez aussi acheter, comme je vous l'ai montré dans une vidéo précédente, la même carte en néoprène qui est un peu plus grande aussi. Donc voilà, alors ça, plus tout le matériel des joueurs, les plateaux annexes, les dés, etc. Voilà, il faut de la place pour jouer à ça. Alors, de quoi on a besoin donc quand on joue à ce jeu? Déjà, c'est un jeu à scénario. C'est-à-dire qu'en fait, pour pouvoir jouer une partie, on va choisir des scénarios, enfin un scénario parmi 5 qui sont les scénarios présents dans le livre de règles. Alors dans la première édition, il n'y en avait que 4 je crois, et donc là ils ont rajouté un cinquième scénario. C'est vraiment confortable parce qu'en fait, vous avez des petits scénarios qui vont être prévus pour deux joueurs, mais la plupart des scénarios permettent de jouer au minimum à trois joueurs ou quatre, hein, et ça va jusqu'à six joueurs. Voilà, le scénario de la guerre globale, guerre mondiale, quoi. Il est fait pour jouer à 6. Enfin, pour jouer jusqu'à 6, hein, voilà, puisqu'il y a 6 nations qui s'affrontent dans ce jeu. Voilà. Donc c'est un jeu de stratégie, hein, c'est la Deuxième Guerre mondiale, autour des années 1942, lorsque le conflit était vraiment globalisé. Donc ben voilà, on a la grande carte du jeu, bien sûr. Alors, les nations qui s'affrontent, on a deux camps. On a l'Axe qui comprend les trois nations, l'Allemagne, l'Italie et le Japon impérial. Pourquoi Japon impérial? Parce qu'il était assez étendu à l'époque. Contre elles vont se confronter les forces alliées, hein, donc Union soviétique, Chine, Commonwealth britannique, donc les Anglais, et les États-Unis. Voilà. Alors, comment on joue? On joue par tour, hein. Donc, dans un tour de jeu, on va répéter les tours de jeu jusqu'à ce qu'une des conditions de victoire du scénario soit atteinte. Alors, un tour se découpe en 7 phases. Première phase, c'est la gestion de l'économie.
C'est-à-dire que dans cette phase, on va recenser les territoires qu'on a en notre possession et qui produisent, et on va faire le total des ressources qu'ils produisent et on va les récolter, c'est-à-dire on va les noter sur une grille qui est prévue à cet effet pour chaque joueur. Ensuite, on a la planification stratégique en deuxième phase. Dans la planification stratégique, ça c'est une phase qui est assez marrante. En fait, on va écrire sur des petits carnets des ordres qui vont être les ordres de déplacement des différentes forces armées qu'on a sur la carte. Et il y a aussi un système d'enchères pour essayer d'avoir le premier tour ou le plus possible l'initiative. Voilà, on verra ça en détail. Phase 3, ben, une fois qu'on a écrit les ordres, ben, on va les exécuter. Donc en fait, ce sont tous les déplacements d'unités. Suite à ces déplacements, en phase 4, il va y avoir des affrontements. En phase 5, les issues des affrontements vont donner lieu à des réorganisations d'unités, des redéploiements, et aussi les pays sont en capacité, enfin qui sont en capacité de produire, vont pouvoir déployer les nouvelles unités qu'ils ont produites. Voilà. En phase 6, on a la phase de morale. Donc en gros, c'est une phase où on va décompter non pas des points de victoire, parce que War Room, c'est pas un jeu à points de victoire, mais des points de stress. Alors les points de stress, c'est quoi? Ben, c'est l'opposé des points de victoire, c'est-à-dire que vous devez gagner le moins de points de stress possible, hein. C'est-à-dire qu'en fait, quand votre but, ça va être d'infliger le plus de stress possible à vos adversaires. Voilà. Donc c'est la gestion du stress. Et ensuite, la dernière phase, c'est une phase de production dans laquelle on va passer nos ordres de production et on va utiliser nos ressources pour les convertir en unités. Voilà. Voilà comment se passe euh, à peu près hein, le tour de jeu. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une gestion des ressources. C'est un jeu où on va produire hein, des unités. On va pas faire que se mettre sur la tronche, même si, même si c'est quand même une part importante du jeu. Hein. C'est quand même un jeu d'affrontement, mais en parallèle, on produit des unités. Voilà. C'est aussi, alors ce qui est important de noter, c'est que c'est un jeu vraiment à scénario, c'est-à-dire que malgré le stress, les malus qu'on va avoir liés au stress, au moral, etc., ça ne change pas le fait que l'objectif, c'est d'atteindre, enfin, le but, c'est d'atteindre les objectifs du scénario, c'est-à-dire que même si votre nation est très très mal, si elle arrive à atteindre l'objectif du scénario, c'est elle qui a gagné, quoi, même si elle était derrière au stress, etc. Voilà. Donc c'est quand même un jeu à objectif, hein. Voilà, il ne faut pas le perdre de vue, ça. Et c'est aussi un jeu, alors vous voyez, on peut jouer jusqu'à 6 joueurs, c'est un jeu d'alliance, hein, c'est-à-dire qu'on a des alliés, et donc il faut se coordonner avec eux. Donc on va voir qu'il y a du matériel qui permet de faire ça plus facilement. Donc le matériel, justement, ben, on va en parler. Alors, sur la zone de jeu, ben, on va commencer par le plus évident, hein, c'est-à-dire la carte du monde. Donc vous voyez qu'elle elle est très très grande et elle permet de poser ces pions d'unité de façon très aisée, on va dire, hein, très facile. Le matériel est d'une très très bonne qualité. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite à ce sujet précédemment. Euh, et voilà, donc on va voir un peu la carte en détail. Avec ça, vous avez un plateau dans lequel vous avez des casiers qui vous présentent des jetons d'unité. Alors les jetons d'unité, c'est un peu particulier à ce jeu. Comment dire, ils sont génériques, c'est-à-dire qu'un jeton d'infanterie, c'est un jeton d'infanterie. Et on va rajouter par-dessus d'autres jetons pour voir à qui ils appartiennent. Voilà. Donc vous avez des couleurs qui permettent de reconnaître les unités. Vous avez des jetons communs aussi qui ont différentes fonctions dans le jeu, on va voir en détail. Bien sûr, on a des dés. Alors ce sont des dés à 12 faces, hein, forcément adaptés aux règles du jeu. Ce sont des dés spéciaux. Ce sont les couleurs des unités hein, qu'il y a sur les dés, donc vous allez voir que c'est pas un hasard. Après, on a des plateaux annexes. Donc ça, c'est le plateau de morale
qui va gérer, entre guillemets, alors c'est pas les points de victoire, donc les points de stress de chaque nation. On a le plateau de bataille. Alors j'ai écrit le plateau de bataille, mais en fait ce sont les plateaux de bataille parce qu'en fait il est en deux exemplaires dans le jeu, ce qui peut permettre ben, de faire plusieurs batailles simultanément, enfin deux batailles simultanément si vous avez les dés qui le permettent. Voilà. Et alors, après, on a des aides de jeu. Donc, vous avez une aide de jeu qui récapitule les 7 phases de jeu, une aide de jeu qui récapitule le combat, et au verso de chacune d'elles, vous avez une carte du monde. Donc, en fait, c'est assez pratique parce que quand vous voulez aller secrètement vous entendre avec vos alliés sans que vos adversaires prêtent une oreille indiscrète, ben, vous pouvez utiliser ces petites cartes-là et puis aller faire votre briefing dans la pièce à côté. Vous pouvez aller conspirer pour faire vos plans de bataille. Voilà. Donc ça, c'est très sympa. Donc ça, c'est le matériel commun pour tous les joueurs. Et après, pour chaque joueur, chaque joueur va recevoir son matériel, le matériel de la nation qu'il va jouer ou des nations qu'il va jouer. Donc pour chaque nation, on a une boîte dans laquelle il y a des jetons de commandement. C'est les jetons qu'on va mettre par-dessus les piles d'unités pour identifier la nation à laquelle elles appartiennent. Chaque joueur va recevoir aussi un porte-carte ainsi que des cartes territoires pour chaque région du globe qu'il contrôle au début du jeu. Un carnet opération et production qui va leur permettre de donner leurs ordres. Et une grille des ressources pour suivre les ressources qu'ils ont à leur disposition. Voilà. Puisque, voilà, je le rappelle, hein, War Room, c'est un jeu aussi où on va produire et gérer des ressources. Alors, la carte du monde. Donc, on va voir en détail quelles sont les informations qu'il y a dessus. Sur chaque région, vous allez voir qu'il y a des choses à voir pour bien comprendre comment on l'utilise. Alors, on va commencer par les régions maritimes. Les régions maritimes, en fait, elles sont identifiées toujours par une lettre suivie d'un tiret, suivie d'un nombre. Donc là, vous avez de A1 à A19, vous avez l'océan Atlantique. Donc toutes les régions, voilà, de A1 à A19. Voilà, donc ça va jusque là. Vous avez de P1 à P20, vous avez l'océan Pacifique, ici. Vous avez de M1 à M6 la mer Méditerranée, bien sûr, et l'océan Indien de I1 à I10. Voilà, 10 régions pour l'océan Indien. Alors ensuite, vous avez donc les territoires. Alors les territoires, vous voyez, ils sont identifiés avec des couleurs selon les nations qui les contrôlent en début de partie. Alors, par exemple, donc vous avez les territoires de l'Axe. Dans les territoires de l'Axe, vous avez l'Allemagne de G1 à G6. Pardon, G1 à G16. Vous avez, donc, ils sont en gris. Hein. D'accord. Ce sont les territoires qui sont en gris ici. Donc, vous avez une présence en Europe, une présence en Afrique du Nord et une présence à Madagascar pour les Allemands. Ensuite, de T1 à T5, vous avez l'Italie. Donc, ici. Et une présence en Afrique du Nord. Ensuite, vous avez le Japon impérial qui est assez étendu, puisque donc il est présent forcément au Japon, hein, mais aussi en Asie du Sud-Est et aussi dans le Pacifique. Voilà. Voilà, ça c'est les territoires de l'Axe. Donc chacun a un peu sa couleur. Vous voyez, c'est un vert pour l'Italie et un genre d'ocre pour le Japon, hein, en plus du gris pour l'Allemagne. Voilà. Donc pour les forces alliées, donc on a l'Union soviétique qui est donc au centre de l'Europe, enfin de l'Asie, pardon, sur les territoires de numérotés R1 à R18. Donc voilà, ils sont là. De B1 à B30, c'est le Commonwealth britannique, donc c'est l'empire anglais de l'époque, donc ils sont très étendus aussi sur le globe, hein, donc, puisque vous les avez forcément en Grande-Bretagne, mais pas que. Vous les avez en Afrique, vous avez une présence en Inde, bien sûr, vous avez une présence dans le Pacifique,
une présence en Océanie, hein, en Australie, et une présence aussi en Amérique du Sud. Voilà. Et ensuite, vous avez de U1 à U10 les 10 territoires des États-Unis, donc qui sont là, et aussi une présence dans le Pacifique. Voilà. Et enfin, vous avez la Chine. Alors la Chine qui a un statut un peu particulier dans le jeu, on y reviendra, hein. Donc il y a ces 5 territoires de C1 à C5 ici. Voilà. Bien sûr, pour chaque territoire, vous avez une carte qui correspond. Donc ça fait un total de 112 territoires, donc 112 cartes, hein. Voilà quelques petits exemples. Donc les îles Midway aux États-Unis, ça c'est le U7. Bulgarie, Roumanie, G5 pour l'Allemagne. Et le Caucase ici, voilà, pour l'Union soviétique, R6. Voilà. Donc on va revoir ça un peu plus en détail, mais voilà, sachez qu'il y a, pour chaque territoire, vous avez une carte qui va être donnée, distribuée aux joueurs qui possèdent le territoire en début de partie. Alors, les territoires, justement, venons-y plutôt. Alors, les territoires. Chaque territoire est identifié donc par sa référence dont je vous ai parlé précédemment. Donc pour les États-Unis, ici, ça va être U1, d'accord? Vous avez la même chose sur la carte. Vous avez le drapeau de la nation, bien sûr. Mais voilà, vous avez tout un bandeau qui est répété, hein, qui est le même sur la carte et sur la carte du monde et sur la carte du joueur. Et ce bandeau, il y a plusieurs informations dessus. Alors qu'est-ce qu'il y a? Donc le drapeau de la nation, la référence de la région. Alors ça, c'est la valeur stratégique, c'est-à-dire que ça représente les points de stress qui vont être infligés à la nation si ce territoire est capturé. D'accord? Donc plus ce nombre est élevé, plus le territoire est considéré comme étant précieux ou indispensable à la nation en question. Voilà. Donc voilà, plus cette valeur est élevée, moins la nation a intérêt à le perdre, bien sûr. Bon, elle n'a jamais intérêt à perdre un territoire, mais voilà, il y en a certains plus que d'autres. Ensuite, on a les ressources qui sont produites par la nation. Donc en rouge, vous avez le pétrole. Donc cette nation va produire 2 unités de pétrole par tour. En bleu, vous avez le fer, 4 unités ici. Et en jaune, les autres ressources stratégiques. Donc ici, c'est 5 par tour. Voilà. Vous avez aussi un petit symbole avec une usine. Alors sur la carte du monde, vous voyez qu'il y a un nombre de cheminées ici qui va être égal à la valeur stratégique. D'accord? Il y a 10 cheminées et la valeur stratégique est de 10. Donc c'est pas un hasard. C'est la capacité de production de la région, du territoire. Donc on va y revenir à ça. Juste sur la carte du joueur ici, vous avez juste une petite usine qui est indiquée, puisque bon, de toute façon c'est des informations redondantes, hein. Rien qu'avec la carte, vous voyez qu'avec une valeur stratégique de 10, c'est aussi la capacité de production du territoire. Voilà. Si le territoire est une capitale, vous avez une étoile ici. Voilà, ici vous avez la capitale. Alors, qu'est-ce que ça change? Ben, si ce territoire est capturé, il va être plus bénéfique à la nation qui le capture que si ce n'était pas une capitale. On va voir en quels termes un peu plus tard. Voilà. Vous avez aussi sur la carte, vous avez des voies ferrées, voilà, qui sont indiquées. Alors c'est des liaisons donc terrestres, hein, qui vont permettre un déplacement plus rapide des unités terrestres. On va y revenir aussi. Vous avez des ports qui sont indiqués, voilà, qui vont donner certains avantages durant les batailles en mer. Vous avez alors des grands cercles bleu clair aussi avec des silhouettes de bateaux en couleur qui vont représenter des convois, c'est-à-dire des ressources qui passent dans ces régions. Des convois avec des ressources, donc ici pétrole, fer et OSR, qui vont pouvoir être attaqués. Donc, et c'est pareil,
On va voir comment ça marche un peu plus loin, mais sachez que voilà, ça, ce sont, en gros, ça peut représenter des ressources qui transitent par ce port ici, ou bien ici, d'un pays à l'autre. Alors là, c'est par exemple de Eastern US, c'est-à-dire cette région-là jusqu'à la Grande-Bretagne. Si les deux sont en possession des États-Unis, ce convoi fonctionne en fait. Et c'est un convoi qui transporte à chaque fois 3 unités d'autres ressources stratégiques, une unité de pétrole, une unité de fer. Voilà. Donc ça, c'est aussi un convoi de naval hein, qui transporte des ressources. Voilà. Alors ensuite, on a les détroits. Donc sur la carte, elles sont symbolisées par ces traits rouges là. Alors, bon, on va tous les voir parce qu'ils ne sont pas très nombreux. Mais donc, vous avez d'abord les détroits danois. Alors, c'est quoi un détroit? Ben, c'est une particularité de la carte qui fait que le passage des unités navales est contraint. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que si une unité navale veut passer de cette région-là à cette région-là, elle va devoir, ça va dépendre de qui contrôle ici la Norvège et le Danemark. Voilà. Les détroits danois, s'ils sont bon, au début du jeu, vous voyez, c'est G10 et G2, ils sont contrôlés par l'Allemagne. Ça veut dire que seuls les bateaux allemands ou ses alliés peuvent traverser ce détroit. Voilà. Les bateaux, par exemple des États-Unis ou des Anglais, ne peuvent pas le faire en début de partie. Il faut qu'ils prennent le contrôle de la Norvège et du Danemark. Ensuite, vous avez Gibraltar. Donc ça fonctionne comme les détroits danois, sauf que le contrôle, bon, il est à la Grande-Bretagne en début de partie, hein, mais il ne dépend que de ce territoire B3, là, que du territoire Gibraltar. Voilà. Donc là, c'est interdit aux forces de l'Axe de traverser ce détroit tant qu'ils n'ont pas pris le territoire de Gibraltar. Voilà. En début de partie, par contre, les alliés, c'est-à-dire les forces alliées, c'est-à-dire États-Unis, Britanniques, Russes, peuvent traverser ce détroit. Vous avez aussi, donc côté Pacifique, vous avez Malacca, le détroit de Malacca. Donc là, il faut contrôler le territoire J9, Malaya, pour pouvoir le faire. Donc il est au Japon en début de partie. Alors là, c'est un peu particulier. Donc, ce sont les détroits de Turquie, donc les Dardanelles et le Bosphore. Les détroits de Turquie, en fait, ben, ils appartiennent à un pays neutre en début de partie. Donc, on va voir que c'est un peu particulier. C'est-à-dire qu'il faut d'abord avoir pris ce pays neutre pour pouvoir utiliser ce détroit et pouvoir faire passer des unités de cette zone maritime ici à la zone opposée. Voilà. Voilà, ensuite vous avez les canaux, donc ça va fonctionner un peu comme les détroits de Turquie, hein. Donc le canal de Panama, il dépend du pays neutre N2, l'Amérique centrale, qui au départ du jeu est aligné avec les forces alliées. Donc les forces alliées peuvent traverser le canal de Panama. Mais voilà, si un territoire de l'Axe prend ce pays, ben, ce sera à la fois autorisé aux forces de l'Axe et interdit aux forces alliées. Voilà. Et ensuite, vous avez le canal de Suez, bien sûr, qui appartient aux Anglais en début de partie. Donc il faut prendre le contrôle de l'Égypte pour prendre le contrôle du canal. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? Vous avez aussi sur la carte des territoires qui sont désignés comme des territoires occupés. Alors vous avez deux types, hein. Vous avez d'abord ceux qui sont occupés par l'Allemagne en Union soviétique. Alors on les reconnaît comment? Ben, vous voyez la couleur de l'Union soviétique, c'est cette couleur un peu rougeâtre comme ça, ocre. Et en début de partie, l'Allemagne en contrôle 2, il contrôle G6 et G7. Donc ils ont gardé un liseré comme ça, ocre, autour du gris de l'Allemagne pour indiquer que ce sont des territoires occupés par l'Allemagne en Union soviétique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que si les forces alliées reprennent la Biélorussie, hein, ici, ou l'Ukraine, même si c'est par exemple les Anglais qui reprennent le contrôle de l'Ukraine, automatiquement cette nation va revenir à l'Union soviétique parce que historiquement c'était une nation de l'Union soviétique. Voilà.
Donc c'est ça que ça veut dire, hein. Voilà le petit liseré là. Alors, vous avez la même chose donc en Asie du Sud-Est par le Japon en Chine, hein, le Japon qui occupe toute une partie de la Chine ici. Et ces parties chinoises, donc pareil, on va reconnaître avec le liseré jaune de la Chine, enfin un brun clair là, voilà. Et c'est la même chose, c'est-à-dire que si les, euh, les alliés de la Chine reprennent ces territoires-là, ben, ils reviendront automatiquement à la Chine. Voilà. Alors, les autres territoires, ben, voilà, on a tous les pays neutres en fait. Alors, ils sont notés de N1 à N19, donc on va les voir ensemble. Alors, vous avez les neutres standards d'abord. Donc, l'Afghanistan, l'Angola, Arabie Saoudite, Colombie, Espagne, Irlande, Mongolie, Mozambique, Portugal, Suède, Suisse, Turquie et Venezuela. Alors eux, ils s'allient avec le camp adverse en cas d'invasion. Ça veut dire qu'au début de la partie, ben, ils sont alignés avec personne. Ils ont généralement leur force armée. Et donc, s'ils sont envahis, hein, si on a s'il y a une force quelle qu'elle soit, de quelque nation qu'elle soit, qui rentre chez eux, ils vont automatiquement se défendre. Et donc, ils vont s'aligner avec le camp adverse. Voilà. Donc, ben, ça, voilà, il faut le savoir. Et en plus, envahir un pays neutre, ça a un coût en stress à la nation qui l'envahit. Voilà. Donc ça, c'est les neutres standards. Après, vous avez des neutres qui sont alignés avec les alliés en début de partie. Donc c'est les neutres pro-alliés. Alors en fait, ils sont principalement en Amérique. Donc vous avez l'Amérique centrale, hein, qu'on a vu tout à l'heure avec le canal de Panama, le Brésil, le Groenland, l'Islande, le Mexique, les Indes occidentales. Vous voyez, ils sont de ce côté-là. Alors eux, ils laissent passer les forces alliées, c'est-à-dire que bon, les forces alliées peuvent rentrer sur ces territoires et ils vont activer leurs forces de défense s'ils se font attaquer, envahir par les forces de l'Axe. Voilà. Alors, les pays neutres, ils ont aussi leur carte territoire. Donc voilà quelques exemples, Venezuela, Islande et Turquie. Vous avez un petit symbole de ressources ici dont on parlera un peu plus tard, hein. Voilà, ça sert au commerce avec ces pays neutres. Voilà. Alors, maintenant, le vif du sujet, les unités. Alors, les unités, comment ça fonctionne? Vous avez donc à disposition de tous les joueurs des jetons de couleurs, hein, et de formes différentes qui vont matérialiser les unités qui sont dans les armées des diverses nations. Alors, la composition d'armées va se faire comme ça. Donc, les armées de terre d'abord. Les armées de terre sont les jetons carrés. Donc, vous avez l'infanterie, l'artillerie et les blindés. Voilà. Donc, infanterie en jaune, artillerie en bleu et blindé en vert. L'aviation, ce sont les jetons ronds, donc chasseurs et bombardiers. La marine, ce sont les jetons qui ont une forme un peu allongée, comme ça, hexagone allongé, on va dire. Donc sous-marin, croiseur, porte-avions et cuirassés. Voilà. Alors les couleurs, c'est pas un hasard. Elles sont codées de la facilité qu'on va avoir à toucher ces cibles pendant le combat. Donc les cibles les plus faciles sont les jaunes et les cibles les plus compliquées à toucher, ce sont les rouges. D'accord? Donc on voit que les avions sont de base plus compliqués à toucher, quoi. Voilà. Et qu'il n'y a pas de cible rouge terrestre. Voilà. Donc bon, on va y revenir, hein, mais ça a un rapport avec la couleur des faces des dés, vous vous doutez bien. Voilà. Alors, ensuite, pour composer l'armée, vous avez donc les différentes unités que vous allez empiler les unes sur les autres, et dessus, vous allez utiliser ces jetons-là, qui sont donnés à chaque joueur, hein, et qui sont estampillés avec le drapeau de sa nation, et qui vont représenter le commandement, c'est-à-dire qui commande ces nations. Donc pour les unités terrestres, donc voilà l'exemple du Japon, hein, donc ça c'est la 44e du Japon. La 11e aérienne du Japon et la première navale du Japon. Voilà.
Donc vous voyez, ils ont toujours la forme appropriée et on va les empiler de telle façon à voir quelles unités appartiennent à quelle nation et à quelle armée. Donc voilà ici la 44e du Japon qui contient 2 blindés, 2 artilleries et 2 infanteries. Voilà. Le maximum est de 8 unités par pile, on ne peut pas dépasser ça. Et voilà ce que ça donne sur les territoires de la carte. Voilà le 44e, voilà le 11e et voilà le premier. Alors les autres jetons, alors c'est un jeton commun, hein. Vous avez des jetons d'unité qui sont blancs. Alors c'est des jokers en fait, ils permettent de représenter 3 unités du même type que celle qui est en dessous. Alors par exemple ici, 44e du Japon, admettons, il a évolué, donc il y a toujours ici 2 blindés, mais en dessous on a 4 artilleries. Donc au lieu d'utiliser 4 jetons bleus, on peut, hein, il n'y a pas de souci, mais quand on n'en a plus, on peut utiliser les jetons blancs pour, voilà, pour compenser le manque de jetons bleus. Voilà. Donc 3 plus 1, 4 artilleries. Hein, un blanc, le blanc va représenter 3 artilleries, puisque en dessous il y a un jeton bleu. Voilà. Les jetons flèches, en fait, ils vont permettre de repérer principalement les manœuvres aériennes, c'est-à-dire les unités aériennes qui ont bougé ou participé à un combat à ce tour-ci. On va voir pourquoi c'est important. En gros, ça va représenter les avions qui sont en l'air, hein, qui ont décollé, et donc il va falloir faire atterrir. Voilà. Donc ils sont double face, vous avez une face bleue pour les forces alliées et une face rouge pour l'Axe. Vous avez des unités aériennes pour les porte-avions, donc ce sont que des chasseurs. Hein, vous avez un liseré vert qui permet de rappeler la couleur verte des chasseurs, d'accord. Donc vous avez, ils sont double face aussi, donc vous avez en bleu les forces alliées et en rouge les forces de l'Axe. Voilà. Après vous avez les jetons communs ici. Alors, on va commencer par les jetons bleu clair là, qui représentent des jetons qui vont être utilisés dans le cadre d'une nano-extension. On ne va pas en parler euh, dans le cadre de cette vidéo parce que c'est une extension du jeu. Production et bombardement, voilà, donc jeton double face aussi. Le jeton sur sa face rouge permet d'indiquer des unités qui sont en cours de production dans des usines. Et bombardement, ce sont des jetons qui vont indiquer des infrastructures détruites sur un territoire. Voilà. Après, ça, ce sont des jetons qui sont très utilisés puisqu'ils permettent de représenter un conflit sur un territoire. Ils permettent de reconnaître quel conflit est à résoudre et quel conflit a été résolu, mais le territoire reste encore contesté. On va en reparler un peu plus tard. Et après, vous avez les médailles et les biens civils. Alors, les médailles vont être des récompenses pour les victoires au combat et les biens civils vont permettre de matérialiser des ressources qu'on va dépenser pour alléger le stress des nations. Voilà. Alors, pour chaque joueur aussi, vous avez du matériel qui est donné, outre les jetons de commandement. Donc vous avez vous avez les boîtes donc avec les jetons, hein, mais vous avez aussi pour chaque nation vous avez un carnet qui va permettre de donner les ordres. Donc dans chaque carnet vous avez sur la couverture une aide de jeu qui permet de récapituler le déplacement. Mais vous avez donc sur ces feuilles-là des cases que vous allez remplir pour donner les divers ordres. Donc on va y revenir un peu plus loin. Alors, le jeu donc est vendu avec des carnets papier, hein, mais vous pouvez avoir sur leur site, ou bien on peut le faire soi-même d'ailleurs, la version marqueur effaçable, hein, c'est-à-dire il suffit d'en imprimer un ou d'en photocopier un et de le plastifier, et vous avez une version effaçable. Et l'éditeur du jeu en vend sur son site. Voilà. Alors, ce carnet va être utilisé donc à l'occasion de 2 phases. Donc sur la phase 2, ça permet de donner des ordres de mouvement.
Et en phase 7, vous avez les ordres de production et le commerce avec les pays neutres. Voilà. Alors, les ressources et les territoires. Donc, euh, pareil, donné dans chaque boîte de nation, hein, à chaque joueur, vous avez une grille comme ça, qui va permettre à chaque joueur, avec, vous voyez, avec des chevilles là, de couleur, ben, de suivre quelles sont les ressources en sa possession. Donc, vous avez une première colonne rouge qui indique les ressources en pétrole, les unités de pétrole disponibles. En bleu, vous avez le fer. Et en jaune, les autres ressources stratégiques. Voilà. Donc ici, 7, 10 et 16 pour le Japon en début de partie. Vous avez ensuite un porte-carte donc avec les cartes de territoire. Donc les cartes de territoire, elles vont... donc c'est pratique de les mettre dans le porte-carte parce que ça va permettre de compter les ressources produites facilement. Voilà. Donc ben, vous avez deux exemples là. Sumatra qui produit à chaque tour 3 unités de pétrole et la Corée qui produit une unité de fer et une unité d'autres ressources stratégiques. Voilà. Donc c'est indiqué par le bandeau comme d'habitude. Voilà. Et vous avez l'indication aussi sur la carte, voilà, qui se répète. Hein, c'est-à-dire que ces bandeaux là, vous pouvez d'un coup d'œil voir sur la carte quelle est la production du territoire, voilà, sur la carte du monde directement. Voilà. Alors quand le territoire est contesté, on retourne la carte. Et là, alors le caractère contesté du territoire, ça veut dire qu'en fait, il y a un combat, hein, il y a un affrontement sur ce territoire-là, et du coup, il va produire moins. D'accord. On considère que ben, voilà, les infrastructures souffrent. Et donc, c'est représenté par le fait qu'il y a des hachures blanches et rouges, ici. Et vous voyez, Sumatra, lorsqu'il est contesté, ne produit plus que 2 unités de pétrole par tour au lieu de 3. Voilà. Pareil pour la Corée, hein, la Corée ne produit plus de fer quand elle est contestée, elle ne produit plus qu'une OSR. Voilà. Bien, maintenant voyons un peu la mise en place de la partie. Alors, déjà, on choisit un scénario lorsqu'on veut débuter une partie de War Room. Donc voilà quelques exemples, ça c'est le scénario de la guerre en Europe, vous voyez, on joue sur une partie de la carte. Ce scénario, il permet d'être joué de 2 à 5 joueurs. Voilà. Le front de l'Est, c'est pour des petites parties. Alors, petite partie, ça veut dire 2 heures, hein, puisque ce jeu, c'est à peu près 1 heure par joueur. Hein. Donc là, c'est un scénario pour 2. Donc c'est le front de l'Est entre l'Allemagne et l'Union soviétique. Voilà. Et après, ben, vous avez d'autres scénarios. Par exemple, bon, il y en a 5 au total. Bon, là, je vous en montre que 3. Hein. Vous avez la guerre mondiale. Donc c'est le jeu complet qui peut se jouer de 2 à 6 joueurs. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'indication du scénario? On a les seuils de stress. Alors, les seuils de stress, c'est quoi? Ça va être à partir de quel nombre de points de stress encaissés par chaque nation, ils vont commencer à avoir des malus. Voilà. Alors, ça se gère avec le plateau de morale hein, dont je vous ai parlé précédemment et qu'on va revoir en détail pendant la phase de jeu numéro 6 qui est consacrée au moral. Hein. Mais vous voyez que les seuils de stress, là, ils vont se retrouver sur le plateau de morale, c'est-à-dire qu'on voit bien ici que, par exemple pour l'Italie, le seuil de stress est à 4. Effectivement, à 4 points de stress, on voit qu'il y a le drapeau italien ici. Pareil pour la Chine, d'accord? Les États-Unis, c'est 5, ici. Allemagne, Angleterre et Russie, c'est 6, d'accord? Ici, ici et ici. Et 7 pour le Japon, voilà. Donc, ça permet de voir quelles sont les nations qui résistent le plus au stress et celles qui y résistent le moins. Voilà. Après, donc, vous avez dans le scénario indiqué les configurations possibles en termes de joueurs et de nations. Donc, par exemple, si vous avez 3 joueurs, vous voulez jouer la guerre mondiale, ben, il y a un joueur qui va choisir Chine et Union soviétique. Un autre joueur qui va jouer les Anglais et les États-Unis, et le troisième joueur va jouer l'Axe, c'est-à-dire Allemagne, Italie et Japon.
Voilà. Vous avez les conditions de victoire qui sont indiquées. Donc, voilà. C'est tout simple, hein. Là, vous voyez, l'Axe gagne s'il contrôle simultanément deux territoires avec capitales suivants, Grande-Bretagne, Moscou ou États-Unis de l'Est. Donc voilà. Et 2 des 3. Et les nations des forces alliées gagnent si elles contrôlent simultanément Greater Germany, c'est-à-dire la capitale, hein, de l'Allemagne, et le Japon. Voilà. Utiliser le côté intitulé global du plateau moral, oui, parce que le plateau moral, il est double face. Et en fait, comme les valeurs de stress, de seuil de stress sont pas les mêmes suivant les scénarios, vous avez deux versions du plateau moral avec les bonnes valeurs de stress. Voilà. Et ensuite, vous avez la liste des territoires contrôlés par les nations en début de partie. Bon, ben là, c'est pas compliqué, hein, puisque c'est la guerre globale, ben, le scénario va utiliser toutes les cartes territoires. Voilà, pays neutre inclus. Alors, la zone de jeu. Ben, la zone de jeu, on va commencer par mettre au centre de la zone de jeu la carte du monde, bien sûr. On met à disposition les jetons communs, c'est-à-dire les unités et les autres jetons communs. On met les aides de jeu aussi à disposition. Le plateau de morale, les plateaux de bataille. Alors je dis les plateaux de bataille parce qu'en fait il y en a deux. En fait c'est deux fois le même exemplaire en fait, hein, mais ils sont recto verso. Il y a une face pour les batailles terrestres et une face pour les batailles navales. Et voilà, sur le centre de la zone de jeu, sur le centre de la carte, vous avez une petite zone sur laquelle vous allez mettre des pions. Et ces pions vont être utilisés ici. Alors, vous avez les pions ronds qui vont être utilisés pour l'ordre du tour, c'est-à-dire à chaque tour, dans quel ordre on fait agir telle ou telle nation. Et vous avez l'état des nations, en fait, qui est indiqué par les jetons avec les drapeaux carrés, cette fois. Et sur cette piste-là, c'est les pénalités qu'ils vont encaisser au fur et à mesure que leur stress augmente. Voilà. Ce sont des pénalités qui sont cumulatives, c'est-à-dire que si vous avez un pays qui est ici, ben, il va subir les pénalités des 3 cases précédentes. Bon. On va en revoir tout ça. Mais en gros, voilà, ici, ben, on met les jetons au départ qui vont représenter les nations. Pareil sur le plateau de morale, on va avoir tous les jetons des nations qui vont être au début sur la case 0 de stress et puis qui vont augmenter en stress jusqu'à atteindre leur seuil de stress. Voilà. Alors aussi, on va donner les cartes des territoires contrôlés à chaque nation, bien sûr. Donc, chaque carte indique au dos sur la partie assurée quelle est l'armée qui est au départ sur ce territoire. Alors, pour le Japon, par exemple, un territoire J1, il va y avoir une unité navale, la première, une unité aérienne qui est la 11e, et la 44e terrestre. Voilà. Donc le joueur va composer ses armées. Alors, comment il va les composer? Ben, il y a les indications sur la carte. Par exemple, pour l'unité navale, vous avez l'indication qu'il y a en fait une unité de chaque, là, c'est-à-dire un cuirassé, un porte-avions, un croiseur, un sous-marin. D'accord? Et c'est aussi répété sur le pion lui-même. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper, hein. Il suffit de regarder sur le pion et vous voyez que ce pion, en fait, il doit être dans la région P1, hein, puisque c'est une unité d'aval, donc elle est sur une région maritime. Le 11e, donc une unité de bombardier et 2 unités de chasseurs, voilà. Et lui, il est sur la région J1. Pareil pour le 44e, région J1, 2 blindés, 2 artilleries, 2 infanteries. Voilà. Donc ben, le joueur il compose ces unités et il pose sur les territoires indiqués les armées de départ. Voilà. Il y a un aide-mémoire au dos de la boîte, hein, qui est pratique. Vous savez, la boîte qui est distribuée à chaque joueur, ben, vous avez le contenu qui est indiqué. Alors, ce qu'il est important de remarquer, c'est que vous avez des jetons. Par exemple, vous regardez le 6e naval, là. Il n'a pas ces indications-là. Pourquoi? Parce que c'est pas un jeton, c'est pas un commandement qui est là en début de partie. Il peut très bien apparaître si jamais, par exemple, le joueur du Japon décide de fractionner une armée
en 2 commandements, c'est possible, hein. Donc là, il va utiliser un jeton supplémentaire qu'il a dans sa boîte de réserve pour, la deuxième moitié de son armée. Voilà. C'est à ça que servent les jetons supplémentaires. Donc vous en avez un certain nombre à chaque fois pour chaque armée, pour chaque nation, hein. Là, vous en avez 4 pour le Japon, je pense. Vous avez le 2, le 6, le 7 et le 8. Pour les terrestres, vous n'en avez pas beaucoup pour le Japon. Je vois que le 41e et le 97e. Voilà. Et 18e et 19e pour les unités aériennes. Voilà. Donc il n'y en a pas des masses non plus. Mais, euh, mais voilà, ça. Alors c'est volontairement limité, hein, puisque c'est censé représenter une limitation de capacité de commandement de la nation. Voilà. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas diviser vos armées et les multiplier à l'infini, hein. Voilà, c'est forcément limité. Et de toute façon, si vous avez un commandement de plus, ça va faire des ordres supplémentaires à donner, et le nombre d'ordres que vous pouvez donner dans le tour est limité. Donc parfois, vous avez plus intérêt à fusionner des armées pour donner les mêmes ordres directement à un nombre plus important d'unités. Voilà, bon, on y reviendra. Et voilà ce que ça donne en début de partie. Donc voilà, c'est super chouette, hein. Voilà, on voit que tous les joueurs ont disposé leurs unités. Bon, ça c'est une capture d'écran que j'ai faite. En fait, c'est pas une photo, hein, c'est une capture d'écran que j'ai faite dans l'application le Tabletop Simulator. Donc vous avez War Room qui existe, hein, pour Tabletop Simulator. Voilà, je m'en suis servi pour faire cette vidéo. Voilà. Donc après, ben, ce qui reste plus à faire, c'est que chaque joueur met à zéro ses ressources, hein. Et puis c'est parti, on peut commencer à jouer. Voilà. Ben, écoutez, c'est la fin de cette première vidéo qui va servir un peu d'introduction, hein, dans laquelle on a vu le matériel du jeu et la mise en place. Voilà, je vous invite tout de suite à passer aux vidéos 2 et 3 où on va rentrer dans le vif du sujet. A tout de suite.